D'ailleurs, tout ce qui ne va pas dans votre vie, alors que vous avez 10 milliards de raisons d'être très très content. Ça prouve un peu la part de la volonté, de l'effort individuel qu'on peut avoir dans le succès, dans l'organisation, dans la détection de ces talents. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'intervenir dans ce forum qui est très très intéressant. Je tenais à remercier Michel de m'inviter et je suis très heureux d'être là. Alors on verra jusqu'à la fin si vraiment notre cerveau a pour objet de nous faire échouer, le cerveau reptilien. Tout d'abord, pour planter le décor, vous savez, dans le monde en général, des études scientifiques de neurosciences ont démontré qu'il y a deux catégories de personnes que les chercheurs ont classifiées, ont classées. Voilà, le club des 97% et le club des 3%. Qu'est-ce que c'est? Le club des 97%, c'est ceux qui n'organisent rien, qui laissent leur vie au hasard, qui sont ballottés au gré du vent. Le vent les amène à gauche, ils vont à gauche, à droite, à l'ouest, au nord, au sud. Et le club des 3%, qui sont des personnes qui, par exemple, réfléchissent sur leur talent, de quoi suis-je capable, quel est mon potentiel, qu'est-ce que je peux faire, je suis étudiant, comment est-ce que je peux réussir ma vie, quel métier je peux embrasser, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait vibrer. Vous voyez, les joueurs, les footballeurs, etc., font vibrer les gens dans les tribunes. Et donc, il y a ce club des 3% qui investit donc, en eux, qui travaillent à leur projet, qui détectent leur talent et qui, toute leur vie, travaillent à s'améliorer et à remplir leurs objectifs. Et je suis quasiment convaincu que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie du club des 3%, ou peut-être que vous êtes prêt à intégrer le club des 3%, parce que vous avez 10 milliards de raisons de ne pas venir aujourd'hui. Et j'ai été impressionné quand j'ai vu que la salle était pleine. Et je tenais à vous en féliciter. Vous pouvez vous applaudir. Et moi-même, je vous applaudis. Situation de fusée. Alors, si on veut faire partie du club des 3%, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la méthode ou la technique du 100% responsable. Vous êtes responsable à 100% de votre avenir, à 100% de votre vie, à 100% de ce que vous faites de votre vie. Alors, quand j'étais étudiant en France, à un moment donné, vous savez, quand on est étudiant, on se pose des questions, on se cherche, on s'interroge et c'est la galère. Parfois, vous avez le moral en temps de scie et c'est compliqué. À quelle sauce je vais être mangé? Sauce gombo ou sauce, comment ça s'appelle, sauce graine, comme on dit en Côte d'Ivoire, on se pose des tonnes de questions. Donc, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui APEC, c'était l'ANPE en France. Au Togo, c'est toujours l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Donc, il y avait une section qui recevait les jeunes diplômés qu'on était pour voir ce que vous pouvez faire, remplacer comme métier. Il y avait des ateliers qui validaient vos compétences, qui avaient pour objet de vous aider à détecter votre talent pour pouvoir vous orienter. Et donc, je me suis inscrit à l'NPE et je suis allé, j'ai rencontré une conseillère. Et donc, la conseillère m'a suivi et après l'étude qu'on a faite, qu'est-ce qu'elle m'a conseillé? Elle m'a dit que moi, tout ce que je pouvais faire, c'était aller à l'aéroport Roissy et aider mes compatriotes quand on était sur le point de déporter au Togo. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'était à Poitiers. Et ça, bon, voilà, elle faisait son boulot. C'est vrai que ça pouvait faire l'objet aussi, à la une de la presse, etc. On pouvait considérer comme une certaine discrimination, mais le sujet n'est pas là. Et donc, elle m'avait mis dans une catégorie. Et puis, donc, je me dis, bon, d'accord, je vais aller à Roissy, ça va être ça. Et donc, on m'avait pas proposé d'être avocat, d'être notaire, etc. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire un stage de longue durée dans une banque. Et après le stage, je voulais faire une thèse de doctorat. Et donc, je suis reparti demander à mon maître de stage de me dire ce que j'étais capable de faire, qu'est-ce qu'il avait observé chez moi, quels étaient mes talents, qu'est-ce qu'il avait pu détecter, quel pouvait être mon potentiel. Et il m'avait demandé de réfléchir sur la banque assurance et de faire une thèse de doctorat
qui était susceptible de me permettre de m'insérer professionnellement. Donc j'ai réfléchi, je suis allé en bibliothèque pendant 2 semaines comme ça, je regardais un peu et j'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'études approfondies sur le sujet et que le sujet était quasiment vierge. Donc je me dis, bon, pour aller de l'avant, il faut peut-être avoir un facteur concurrentiel différenciant. Et je suis retourné voir mon maître de stage, je lui ai dit, voilà ce que moi je vais faire. Je serai le champion, je serai le numéro 1 de ce sujet en France et en Afrique. Et j'ai commencé à travailler sur le sujet. Je l'ai pensé comme un malade, j'en étais devenu passionné. J'ai soutenu ma thèse de doctorat. Grâce à Dieu, mention très honorable, félicitations du jury. Mon ouvrage a été publié. J'ai écrit plus de 200 articles sur le sujet. J'ai écrit plein de livres sur le sujet. Et merci. Les livres, je les ai apportés, mais comme je suis très timide, et je me suis dit que c'est un peu enchanté de les apporter, je les ai laissés dans la voiture. J'ai reçu un des auteurs, qui sont éminents. Ils m'ont écrit, je ne suis pas venu en vacances, je suis reparti. J'ai regardé dans ma boîte aux lettres, je vois un gros livre, je n'ai pas commandé le livre. Je regarde, à Sylvestre Gossou, mes hommages, avec mon beau sourire, etc., etc. Et je voulais comprendre, j'ai pris le livre, j'ai lu, j'avais vu que j'étais cité une 50aine de fois, avec tous les articles que j'ai pu écrire sur le sujet. Et je l'avais considéré cette reconnaissance en fait comme étant vraiment un privilège et un prestige pour moi. Quelle est la leçon? Ceux qui nous entourent, la famille, les parents, les amis, les maîtres de stage, les employeurs, sont aussi des personnes qui sont très bien placées pour nous aider. Parfois, pour pouvoir déterminer votre chemin, peut-être vous devenez peut-être le meilleur expert comptable de la ville ou de la sous-région. Peut-être que c'est un maître de stage qui vous a dit, mais vous êtes très bon dans tel domaine. Vous pouvez persévérer, vous pouvez creuser. Donc c'est toute la problématique de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je peux aller. Et il est fondamental de pouvoir déterminer très tôt ce que vous voulez faire. Ça vous évite la déperdition d'énergie. Donc identifiez ce temps-là très tôt. Vous identifiez votre talent, vous vous organisez, et ensuite, une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, vous travaillez à votre réussite. Et rien ne saurait remplacer l'action massive et stratégique. Vous restez concentré, vous restez focus, vous avancez, mais comme un malade. Et vous allez voir que vos projets vont prendre corps. Et ça, c'est incontestable. Autre point, s'agissant de la méthode du 100% responsable, c'est le fait de mûrir le projet. Souvent, je suis très heureux de voir certains étudiants que j'ai contribué à former qui sont ici. Isabelle, tout va bien? Émile, ça va? Lazare, qui sont là. Quand je commence un cours, qu'est-ce que je fais? Tout le monde se présente. Ça n'est pas anodin. Parce que, avec ma responsabilité de chargé d'enseignement, je suis très bien placé pour voir un peu qu'est-ce qui peut être très bien pour mes éléments. Et je travaille à connaître tous mes éléments. Les étudiants me regardent comme ça, mais je suis dangereux. Je sais ce dont ils sont capables. Chacun a un potentiel. Et il faut pouvoir le déterminer, y travailler. Ne pas être ballotté au gré du vent, ne pas faire partie du club des 97%, mais plutôt du club des 3%. Et donc réfléchir par exemple, est-ce que votre talent a un marché? Je dis souvent à mes étudiants, il faut développer le sens du commerce. Je peux avoir un talent, mais qui peut ne pas me faire vivre? Qui peut ne pas me tirer vers le haut? Parce qu'il faut que ce que je fais puisse nourrir son homme quand même. Donc il faut pouvoir développer le sens du commerce. Et ça, c'est toute une dialectique, toute une procédure, tout un travail de fond sur soi, tout un travail stratégique. La stratégie, je suis désolé, mais ça n'est pas que pour les entreprises. Il faut une stratégie aussi au niveau personnel pour pouvoir réussir les projets. Voilà les étapes. Donc, vous détectez les ressources internes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne, etc. Vous exécutez votre plan et puis vous allez gérer après la période de maturité. Donc, vous plantez aussi votre avenir social et financier. Alors, souvent, on pense que tout est compartimenté, mais il faut tout mener de front. Souvent, je dis aux étudiants que je contribue à former que c'est tout
en travaillant, en préparant vos diplômes, que vous réfléchissez à ce que vous voulez faire avec. Il faut tout mener de front. Il n'y a pas un moment où, d'accord, j'ai mon master, je dis, ah voilà, j'ai le master. Bon, d'accord, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est quand je prépare le master, ou peut-être même quand je vais commencer à préparer le master, que je réfléchis à où ça va me mener. Sinon, vous perdez de l'argent, vous perdez votre énergie. Vous savez, ce qui est important, c'est d'avoir un projet. C'est de fonctionner en mode projet. Et le projet, il faut qu'il soit clair. C'est la clarté qui vous permet d'avancer. Votre cerveau, c'est la machine la plus perfectionnée au monde. C'est une machine, on ne l'utilise pas très bien, qui peut vous mener très loin, à condition que vous soyez clair, limpide, que vous soyez structuré dans votre projet. Sinon, le cerveau est dans un brouillard. Qui peut conduire un zénithien dans un brouillard? C'est dangereux. Ça ne mène nulle part. Donc il faut se concentrer, travailler sur ces projets, être patient et réaliser ses objectifs. Réaliser ses rêves, comme les gens ont l'habitude de le dire. Donc c'est très important d'élever en même temps ces standards de vie. Aujourd'hui, nous avons des tonnes d'informations, de pratiques qui nous viennent des réseaux sociaux et on a tendance à baisser la garde. Des gens écrivent avec plein de choses. J'ai une étudiante, d'ailleurs, très aimable, qui m'a envoyé un email il y a 2 semaines pour me dire qu'elle vient d'être recrutée par une société au Togo. Et pourquoi elle m'a envoyé un email? Parce qu'elle m'a dit que quand elle passait l'entretien, la directrice des ressources humaines lui a dit que tous les candidats qui ont été reçus, seul sa lettre de motivation était exempt de faute. Parce que je le dis, c'est pas parce que tous les documents sont truffés d'anneries de fautes qu'il faut écrire avec des fautes. Il faut élever les standards. En tous les cas, ça sera un facteur concurrentiel différenciant. Il faut apprendre à parler. Tout s'apprend. Votre cerveau peut vous aider à mieux parler, à apprendre tout ce que vous pouvez faire. Et c'est nous qui nous limitons incontestablement. Et on a toutes les ressources, tout le potentiel. Parfois, je vois des étudiants qui font des exposés, mais je suis impressionné. Et ça, c'est très important. Donc, cultiver l'excellence, la constance, et consolider également cette compétence financière. Les compétences financières, c'est une vraie compétence. Il faut apprendre. C'est comme jouer au tennis. Vous recrutez un coach que vous payez, un préparateur physique, vous vous entraînez et vous allez savoir jouer au tennis. Gérer ses finances également, ça s'apprend. Gérer ses ressources, ça s'apprend également. Il y a une intelligence pour ça. Il faut s'inscrire à la formation. Il faut lire. Il faut se cultiver. Vous savez, il a été démontré que 80% des gagnants au loto 5 ans après se retrouvent plus pauvres que rat des crises. Et ça a été démontré. Parce que le bonhomme, il a acheté un ticket, il a gagné au loto, il se retrouve avec des milliards, mais aucune culture de gestion financière, aucune culture de placement, incapacité totale à pouvoir gérer, à pouvoir travailler pour que l'argent puisse travailler pour lui. Malheureusement, il devient pauvre. Et il y a plein de cas, et ça a été démontré un peu partout dans le monde. Donc les compétences financières, ça s'acquiert également, et c'est très important de pouvoir y travailler. Et aussi, donc, puisque c'est d'intelligence financière qu'il s'agit, il y a plein de choses que nous pourrons mettre en place. Vous voyez, bon, j'ai mis du dollar, c'est pour faire plaisir à hasard. La purge des préjugés sur l'argent. Parce qu'il faut tout mener de front. Et l'abondance financière, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes bourrés de préjugés sur l'argent. L'argent c'est sale, les riches sont des mauvais, etc., etc. Il y a des riches, des multimilliardaires, mais qui sont très aimables, qui sont bienveillants, qui sont nettement beaucoup plus. On a plein de préjugés en nous. Quand arrive après la période de Noël, qu'est-ce que je vois? Mes étudiants écrivent sur les réseaux sociaux. Dès qu'un voisin a 3 repas par jour, il fait partie d'une secte. Dès qu'il a eu la 26, année 2002, il fait partie d'une secte. Bon, d'accord, j'ai 3 repas par jour, je fais partie d'une secte. Si moi-même je me dis que quelqu'un qui a 3 repas par jour ou qui a réussi à s'acheter un téléphone portable fait partie d'une secte, je suis en train de m'auto-saboter. Je suis en train de me détruire. Malheureusement, nous lançons des messages, parfois, ce n'est pas visible, mais qui nous sabotent, qui sont des freins internes, qui nous empêchent de pouvoir nous développer financièrement, intellectuellement, d'avancer sur nos projets. Et nous devons travailler
dans notre société, j'étais au Gabon au mois de décembre dernier aussi. J'avais appris que les Gabonais aussi, lui, dès que quelqu'un est un peu fort sur lui, il est dans une secte. Quand même. Faisons-nous un peu confiance, respectons ceux qui se lèvent tous les jours, se lèvent très tôt, travaillent à leur réussite et inspirons-nous les uns des autres. Quelle est cette idée de dire, dès qu'il mange 3 fois par jour, et que peut-être moi c'est que 2 fois, lui il fait partie d'une secte et moi pas. C'est quoi cette idée? Nous avons besoin de travailler à l'abondance financière. Vous avez le droit d'être milliardaire. Vous avez le droit d'être multimilliardaire. En euros, en dollars, en CFA. C'est votre droit. Vous pouvez y travailler. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une petite réussite ou voilà, d'être un peu parmi les autres, mais aussi vous avez la possibilité de rêver. Et donc rêver grand. Vous savez, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Incontestablement, là, si quelqu'un te demande de lui faire un petit chèque, si il y a une certaine abondance financière à ton niveau, tu fais le chèque sans réfléchir pour aider ce jeune homme. Mais si toi-même, tu tires le diable à la queue, tu ne peux pas l'aider. Bien entendu, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Il faut qu'il y ait plus de riches, il faut que l'argent circule, qu'il y ait de l'abondance financière, qu'il y ait de la création de la valeur, qu'il y ait de la richesse, incontestablement. Pouvez-vous me faire s'il vous plaît? Voilà, écrit. La suite, s'il vous plaît. Autre chose, la réussite de ce que vous entreprenez, que ce soit votre vie amoureuse, votre vie de couple, votre vie sociale, vos projets, votre vie entrepreneuriale, la réussite c'est 80% de psychologie et seulement 20% de mécanique. Tout ce que vous entreprenez, à supposer que vous avez un grand projet, un très grand rêve, votre rêve va prendre corps si vous êtes dans un état émotionnel très élevé pour pouvoir accomplir le rêve. Parce que après le rêve, c'est de la mécanique. Si vous n'êtes pas dans le meilleur état d'esprit, le projet ne prend pas corps. Si tous les jours vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, vous êtes en colère, qu'est-ce qu'on peut faire avec la colère? Ce qui fait que nous avons besoin de nous écouter émotionnellement, d'investir de la qualité en nous. J'ai couru le semi-marathon de cette année, je ne suis pas allé l'année passée, semi-marathon de Paris, 21 km. Quand je suis allé retirer mon dossard, il y avait une pancarte, l'énergie est en nous. J'ai pris une photo et j'ai réfléchi à la photo et j'ai vu, mais effectivement, l'énergie est en nous, s'il vous plaît. Donc nous devons travailler notre mindset parce que tout part de là. Quand je prends ce bonhomme, vous voyez, il est multicolore, il y a plusieurs aspects. Parfois aussi, quand on parle de réussite financière ou d'abondance financière, bon, c'est plusieurs paramètres. On a besoin d'être équilibré dans la vie. Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je fais au niveau de la société? Quel est mon niveau de contribution? Je suis riche, mais quelle est ma contribution dans ma communauté? Est-ce que je tire des gens vers le haut? Est-ce que j'ai des fondations? Qu'est-ce que j'apporte? Le sens de la contribution, c'est important. Et vous allez voir, il y en a, oui, il est très riche, mais malheureusement, il est mort à 35 ans d'un AVC. Il ne voyait pas ses enfants, il ne voyait pas sa femme. Et est-ce que c'est bon de terminer comme ça? C'est vrai que tout est grâce, mais nous devons aussi travailler les autres compartiments de notre vie. On a besoin d'être équilibré, on a besoin de remplir nos missions, on a besoin d'être socialement responsable aussi. Et c'est très très important de travailler sur notre niveau d'énergie. Quand je prends ce croquis, c'est l'arbre de la vie. Vous savez, un arbre, il y a des branches, il y a la branche sociale, la branche familiale, la branche contribution, la branche financière. Donc réfléchir à pouvoir travailler sur l'abondance dans son sens intégral. Et aussi, les neurosciences ont démontré que tout ce qui touche à notre personnalité, tout est interconnecté. Si vous êtes malheureux dans votre vie professionnelle, vous allez être malheureux dans votre vie de couple, dans votre vie sociale. Si vous êtes malheureux à la maison, ça va se sentir dans votre travail. Donc nous avons besoin de pouvoir travailler sur tous les compartiments de notre personnalité, de notre vie sociale, de sorte à ce que quand il y a de l'abondance financière, quand il y a de la réussite financière, que cette réussite financière s'accompagne également des autres conditions qui feront de nous des personnes, des personnalités accomplies.
Est-ce que tu es d'accord avec moi, Junior? Tu as le droit de dire c'est une ennemie. Hein? Ensuite, s'il vous plaît, j'ai bientôt terminé. Il me reste combien de minutes? Il me reste 5 minutes. Je suis dans le bon timing. Sans la fin, c'est la fin. C'est vrai que ça arrive bien, mais je ne suis pas pour être l'appliquer quelque part. C'est vrai que incontestablement, sans la fin, c'est la fin. Quand vous détectez votre talent, parfois vous êtes passionné. Moi, il m'est déjà arrivé, je suis hyper fatigué. On peut me ramasser à la petite cuillère, mais on m'a invité sur un job dont je suis passionné. J'oublie que je suis fatigué. Je travaille comme un malade. Je facture aussi. Et là, c'est plutôt sympathique. Et puis après, là, c'est pratique. Et après, oui, bien sûr. Après, je suis fatigué. Je sens la fatigue quand j'ai fini. Je vais faire un déplacement Paris-Niamey. Et puis, j'ai vu des choses à Cotonou. Je lui ai dit, faites attention, on va vous sanctionner, etc. Vous n'êtes pas en conformité. Et puis, bon, je voulais le voir. Donc, je suis en train de partir, etc. Et une fois qu'il était venu à Paris, il m'appelle, il dit, ah bon, il faut qu'on se voit. Et puis il dit, ah, j'ai reçu une injonction de la mettre moi. Bon, on m'a dit, d'accord, il me faut une formation sur tel. Je dis, non, je vais un ami, c'est pas possible. Il m'a supplié de venir. Donc je suis arrivé un jour, j'ai pris le vol direct de Air France, vers 22h30, j'arrivais à la maison. À 3h du matin, il m'a envoyé un chauffeur qui est venu me chercher, on a traversé la frontière. J'ai allumé la formation toute la journée, délivré des attestations. Et il a témoigné à la fin, lui, il m'avait demandé si je n'allais être fatigué. Je lui avais dit que j'allais être fatigué après la formation. Quand vous faites ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, c'est comme un vélo. Vous voyez les vélos dans les villages, vous savez, ça tourne, et puis ça crée plus d'énergie. Donc il est très important de pouvoir détecter ce qui vous fait vraiment vibrer. Et il me reste 3 minutes. Donc, alors, sans la fin, c'est la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, à chaque niveau, à chaque âge, vous avez des défis. Parfois, vous avez détecté votre talent et 10 ans après, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez d'autres appétences, les appétences au risque des experts en droit financier qui sont devant moi. Bon, vous avez d'autres appétences. Donc, vous devez rester à l'écoute de vous-même pendant longtemps. Tout le temps. Parce que parfois, c'est par manque de passion qu'on se laisse refroidir. Parce que sans la fin, incontestablement, c'est la fin. Quand on arrête de rêver, eh bien, la vie devient insipide. Donc, vous pouvez, parce que vous avez 10 ans de plus, vous avez de nouveaux talents que vous pouvez mettre au service de la communauté. Je connais un monsieur qui est extrêmement riche. À un moment donné, il était tellement riche, il s'est dit, j'arrête de travailler, mes petits-enfants, petits-enfants n'auront pas besoin de travailler. Il a décidé de faire le tour du monde. Et pendant 1 an, il est parti, il s'est arrêté à 2 mois, et il a repris son travail. Parce que justement, c'était insipide, il avait besoin de cette contribution, il avait besoin de justifier de ce rôle. Si vous pourrez vous... oui, voilà. Ensuite, voilà. À un moment donné, on se remet en cause et c'est un cycle qui est continu. Alors, j'ai mis la retraite en rouge. C'est quoi la retraite? La retraite, ça peut, bon, d'accord, j'ai quitté une entreprise. Il y a plein de choses aussi qu'on peut voir. Mais comment est-ce que je l'ai préparé? Je l'ai préparé peut-être financièrement, mais pas mentalement. Est-ce que après je suis occupé? Est-ce que je m'ennuie? Parce qu'il a été démontré aussi que beaucoup de personnes décèdent rapidement après la retraite. Est-ce que j'ai réfléchi à ce qui pouvait me nourrir émotionnellement? Il faut que je puisse combattre aussi tout ce qui nous est injecté. Si tout le monde devenait entrepreneur, qui serait salarié des entreprises créées par les entrepreneurs? Quand on est jeune, il faut maximer les projets. Je veux être entrepreneur, mais peut-être j'ai besoin de faire maintenant. J'ai besoin d'être salarié d'une entreprise pendant 5 ans, 10 ans. C'est là où j'apprends le métier, donc sous la responsabilité d'un patron qui m'apprend le métier. Après, quand je crée ma boutique, je suis compétent. Je ne sors pas de l'université comme ça pour entreprendre. Peut-être que ceci c'est pour vendre des bananes, peut-être, ou je ne sais pas, mais parfois pour des prestations intellectuelles, on a besoin de faire ces armes. Ensuite, s'il vous plaît. Voilà, je tenais à vous remercier. C'est la fin. Vous savez, et je vous dis, Baka, c'est en Morée, langue très parlée à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je vous remercie.